Bonjour, je m'appelle Thomas Rodrer et je vais vous présenter les résultats de l'enquête de séroprévalence Covid que nous avons menée entre fin juin et début juillet auprès de populations en situation de grande précarité vivant en Île-de-France. L'épidémie de Covid a atteint la France courant février, ce qui a conduit les autorités françaises à imposer un confinement général le 17 mars. Les personnes très précaires que sont les sans domicile fixe ou les migrants ont alors été relogées tout d'abord dans des gymnases, puis dans des centres d'hébergement dits d'urgence. MSF France, via la Mission France, a proposé une prise en charge spécifique au Covid à destination de ces populations au moyen de cliniques mobiles. Elles sont intervenues dans différentes structures, tout d'abord dans des sites de distribution alimentaire, dont les bénéficiaires représentent un ensemble hétérogène, des SDF, des étudiants, des jeunes, des vieux, et peuvent aussi bien vivre dans leur propre logement qu'être à la rue ou habiter dans des centres ou des foyers. Ce sont des personnes seules ou vivant en famille. Les équipes sont également intervenues dans des centres d'hébergement, initialement des gymnases, puis des hôtels réquisitionnés et gérés par des associations. Les occupants sont souvent des migrants plutôt jeunes, mais on y trouve aussi des familles. La promiscuité est parfois assez grande dans certains centres. Enfin, les foyers de travailleurs, comme leur nom l'indique, regroupent des personnes ayant une activité formelle ou informelle, des chauffeurs Uber, des livreurs Deliveroo, des petits commerçants de rue, plutôt de sexe masculin et résidant depuis un certain temps. Ce sont des sites très densément peuplés avec une grande promiscuité. Pendant ces 3 mois d'intervention, les équipes de la Mission France ont beaucoup débattu de l'importance de la circulation du virus dans ces différents sites. Pour confirmer ou infirmer les impressions des équipes, nous avons lancé une enquête transversale dont les objectifs étaient d'évaluer le niveau d'exposition au virus par la séroprévalence des populations fréquentant certains sites d'activité de Médecins sans frontières en Île-de-France. Nous avons aussi cherché à déterminer quels facteurs, conditions de vie, nombre de contacts, comorbidité, etc., pouvaient être associés à une forte ou faible exposition au virus. En fonction des différentes hypothèses de séroprévalence par type de structure, plus ou moins haute en fonction du risque d'exposition supposé, nous devions inclure pour cette enquête 791 personnes adultes. Nous avons sélectionné les participants selon 2 méthodes. Par tirage au sort aléatoire simple, proportionnel à la taille du site, si une liste ou un registre des résidents était disponible, ou par tirage au sort systématique, proportionnel à la taille du site, en passant de chambre en chambre ou en remontant la file d'attente. Si la personne sélectionnée refusait de participer ou était absente, elle devait être remplacée autant que possible par la personne suivante dans la file d'attente ou par un colocataire. Pour les analyses sérologiques, un partenariat a été créé avec un laboratoire de l'Institut Pasteur qui a utilisé 3 types de tests développés en interne pour le Covid. 2 tests reposent sur la technique LULISA, permettant de détecter les anticorps ciblant la protéine de la spicule et la protéine de la nucléocapside du virus. Le 3e test, appelé test de neutralisation des pseudovirions, détecte également les anticorps, mais permet surtout d'évaluer leur potentiel neutralisant, c'est-à-dire d'évaluer le degré de protection qu'ils confèrent. Le grand intérêt de ces tests est leur très haute fréquence d'analyse, ce qui nous a permis de rendre leurs résultats aux participants dans les 3 jours suivant notre passage. Il a été convenu que la séropositivité se définit par la positivité à au moins un des 3 tests sérologiques. Passons maintenant aux résultats de notre enquête, avec tout d'abord la description de l'échantillon. Nous avons finalement inclus 818 participants. Ils ont été moins nombreux que prévu dans les foyers, mais plus nombreux dans les centres d'hébergement. Environ un tiers des participants initialement tirés au sort ont été remplacés, car impossible à interroger malgré nos efforts. L'échantillon est essentiellement masculin, plutôt jeune en moyenne, avec tout de même 19% des personnes âgées de plus de 55 ans. Il s'agit essentiellement de personnes nées hors de France, un quart d'entre elles y étant arrivées récemment. Nous avons évalué leur respect des mesures barrières, distanciation, lavage de mains, port du masque. Il en ressort que les participants disent les avoir globalement bien respectés. Nous constatons certaines différences entre les types de structures. En ce qui concerne les aspects sanitaires, nous les avons interrogés sur les symptômes ressentis depuis le 1er mars. Un peu moins d'un tiers des personnes en a rapporté, principalement la fièvre, la toux, les frissons, la fatigue et les courbatures. Seul 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé positif par PCR. Nous ne posions la question qu'aux personnes symptomatiques. 1% de l'échantillon a été testé posi
Nous avons aussi récolté les informations quant aux comorbidités éventuelles. 21% des participants ont rapporté un problème de santé depuis le 1er mars, 8% de l'hypertension artérielle et 5% du diabète. Les autres comorbidités peuvent être considérées comme négligeables. Comme nous venons de le voir, les résultats diffèrent en fonction des types de structures. Nous avons donc décidé de les présenter séparément. Le principal résultat de notre enquête est l'importance du taux de séroprévalence, particulièrement élevé dans les 10 centres d'hébergement, avec une moyenne de 50%, et surtout dans les 2 foyers de travailleurs, avec une moyenne de 88%. Il est intéressant de noter que les 3 tests sérologiques sont concordants. Le taux de positivité devient élevé, quel que soit le type de test réalisé. Cette figure permet aussi de constater l'hétérogénéité qui peut exister entre les différents centres d'hébergement. L'autre résultat intéressant de notre enquête est que pour les participants symptomatiques, on constate une forte association entre les symptômes généralement liés au Covid et la séropositivité. La perte de goût, la perte d'odorat, la fièvre, les frissons, la fatigue et la toux sont tous significativement associés. Nous constatons aussi une grande proportion d'asymptomatiques chez les personnes séropositives. Enfin, les tests sérologiques confirment les résultats des 9 personnes diagnostiquées positives par PCR au moment de leur consultation à l'époque. Nous avons ensuite tenté de déterminer les facteurs associés à une séropositivité. Plusieurs modèles ont été développés et analysés, et tous amènent aux mêmes facteurs de risque et de protection. Les facteurs liés à une moindre exposition au virus sont sans doute inattendus. Le sexe notamment, puisque les femmes sont moins exposées que les hommes. Nous retrouvons aussi la consommation de tabac, sans que nous puissions distinguer si c'est le produit ou le comportement lié à la consommation qui entre en jeu ici. Ces 2 facteurs de protection ont déjà été décrits dans la littérature. Enfin et surtout, le résultat saillant de notre étude est que le fait d'être sorti fréquemment de son lieu de vie, de son lieu de confinement, quelles qu'en soient les raisons et le lieu, réduit significativement l'exposition au virus. À partir des mêmes modèles, nous avons mis en évidence certains facteurs de risque. Sans surprise, les variables reflétant la densité de population, le nombre moyen de contact et la promiscuité ressortent fortement. Que cela soit traduit par le type de structure, mais aussi par un score résumant le nombre de contacts prolongés et la promiscuité dans le lieu de vie. Nous avons aussi réalisé des analyses stratifiées sur le type de structure et nous retrouvons exactement les mêmes facteurs de risque et de moindre exposition, sauf pour les sexes, puisque aucune femme n'a été inclue dans les foyers. Notre enquête comporte évidemment quelques limites. La principale étant peut-être que les sites d'inclusion n'ont pas été sélectionnés au hasard, mais plutôt sur des critères de présence opérationnelle et de faisabilité. Les résultats ne peuvent donc pas être extrapolés à toute la population précaire d'Île-de-France. Nous pouvons aussi soupçonner un biais de sélection des participants, car nous n'avons pu interroger que les personnes présentes. L'intérêt porté à notre enquête a peut-être été influencé par la crainte d'avoir contacté le virus et la volonté de se le voir confirmé, ce qui a conduit certains à vouloir absolument participer. Ou au contraire, par la connaissance déjà établie de leur infection, ce qui a conduit certains à refuser de participer. Ensuite, les biais habituels que l'on retrouve dans les enquêtes transversales s'appliquent aussi dans notre cas, notamment le biais de mémoire concernant les différentes dates ou les symptômes, ou le biais de désirabilité sociale. Enfin, nous commençons certes à mieux connaître ce virus, mais la durée d'immunité procurée par les anticorps est encore mal connue. Il n'est pas impossible que certains participants séronégatifs dans notre enquête aient pu être positifs au début de l'épidémie. Pour conclure, notre enquête est la première en Europe, à ce jour, à concerner les populations en situation de grande précarité. Les taux de séroprévalence rapportés sont élevés, particulièrement dans les lieux à forte promiscuité. Ils témoignent de l'ampleur du pic épidémique de mars-avril dernier en Île-de-France. La densité de population, le nombre moyen de contact et la promiscuité sont des facteurs de risque majeurs d'exposition au virus, et ce, quel que soit le site et le niveau de circulation du virus. A contrario, sortir fréquemment de son lieu de vie et de confinement a pu agir comme facteur protecteur contre l'exposition. Comme dans d'autres publications récentes, nous avons aussi rapporté une grande proportion de personnes ayant été exposées sans le savoir, ce qui est la grande particularité et un des challenges de ce virus. En guise de recommandation au vu de ces premiers résultats, nous continuons à exploiter la riche base de données. Nous pouvons déjà alerter les autorités quant à la nécessité de porter un intérêt particulier aux personnes précaires en cas de seconde vague en France. Notre enquête montre en effet qu'il faut absolument les reloger dans des lieux à faible promiscuité, comme les hôtels,
Ou, à défaut, il faut éviter au maximum de reloger ces personnes à risque dans des gymnases et autres lieux à forte promiscuité. Nous pouvons également recommander, à MSF aussi d'ailleurs, de ne pas négliger ces populations et de renforcer la surveillance épidémiologique en cas de nouvelles flambées épidémiques. Il faut d'ores et déjà réfléchir à des activités ciblant en priorité les personnes à risque d'infection et de formes graves. Enfin, si le Covid est mieux connu qu'il y a 6 mois, il reste encore beaucoup à faire en termes de recherche. L'utilisation de tests de diagnostic rapide, comme Céline le suggérait dans la présentation précédente, est une piste particulièrement intéressante. Les recherches relatives à l'immunité, notamment sa durée de protection et les éventuelles réinfections, sont également essentielles. Je tiens à remercier l'équipe de la Mission France, et particulièrement Bastien et Charline, qui ont été impliqués du début à la fin de cette étude. Les enquêteurs et les traducteurs, sans qui les entretiens et donc cette enquête n'aurait pas pu se faire, mais aussi Jessica et Thierry de l'Institut Pasteur pour leur collaboration et leur flexibilité. Je remercie aussi les collègues d'Épicentre pour leur appui et leur aide bienvenue. Et bien sûr, et en premier lieu, je remercie les participants à l'enquête qui nous ont donné de leur temps et de leur sang pour nous permettre d'obtenir ces résultats intéressants. Je vous remercie pour votre attention.